Bonsoir, chers étudiants. C'est toujours avec plaisir que moi retrouve nous dans le cadre du cours de chimie organique. Nous allons débuter avec un nouveau chapitre qui s'intitule Les effets électroniques dans les molécules organiques. Donc, c'est de ce thème que nous allons parler tout au cours de ce chapitre. Et pour ce cours, je compte enregistrer 3 vidéos. Et s'il le faut, je pourrais peut-être, selon ma disponibilité, planifier une séance en présentiel parce qu'il y a les effets mésomères qui sont un peu difficiles. Donc, cela pourra nécessiter une séance en présentiel justement pour réaliser les travaux dirigés. Donc, on verra. Et j'espère que vous avez eu le temps de visionner les précédentes vidéos. Et vous pourrez toutefois laisser des questions, des commentaires sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et ce sera avec plaisir que m'a répondre. OK, donc quand nous démarrons avec chapitre 100, les effets électroniques dans les molécules organiques. Alors, quand on parle d'effets électroniques, donc nous allons jouer avec les électrons, notamment les électrons de valence. Donc, je me rappelle vous avoir dit au début du cours que les électrons de valence c'est des éléments que nous pourrons utiliser, que nous avons besoin tout au long du cours de chimie organique, que ce soit en première ou en deuxième année. Je ne sais pas si vous en rendez compte, effectivement, à chaque fois, donc on fait appel aux électrons de valence et là encore, donc on va en parler et vous allez voir que ces électrons, donc, ils ont une influence importante sur la réactivité des molécules, sur la formation des intermédiaires réactionnels. Nous allons voir tout ça. Dans ce chapitre, nous allons parler des groupements électroattracteurs, des groupements électrodonneurs. Nous allons voir l'influence des effets électroniques, effets inductifs, effets mésomères. Nous allons parler de la résonance. Donc, ce sera un chapitre intéressant, mais un peu difficile. Donc, je vous promets de faire de mon mieux pour justement vous permettre de comprendre ces notions, les effets inductifs donneurs et attracteurs, les effets mésomères donneurs et attracteurs. Il faut dire qu'il y a deux types d'effets électroniques. Il y a les effets inductifs qui sont liés à la polarisation d'une liaison sigma. Donc, les effets inductifs, ils sont liés à la polarisation d'une liaison sigma. Et il y a l'autre type d'effet électronique, c'est l'effet mésomère, qui est dû à la délocalisation des électrons pi. Alors, pour les effets mésomères, il n'y a pas que les électrons pi. Je dirais mieux que les effets mésomères sont dus à la délocalisation des électrons pi et des doublets non liants. Les électrons délocalisables sont les électrons pi et les électrons libres. Les électrons libres sont ceux des doublets non liants.
Donc, on pourrait dire les effets mésomères sont dus au déplacement des électrons délocalisables. Et ces électrons délocalisables, ce sont les électrons pi et les électrons libres ou encore les doublets non liés. Donc là, il faut associer effet inductif à la polarisation d'une liaison alpha. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'effet inductif concerne les molécules qui, en fait, possèdent une liaison polaire. OK? Donc, possèdent une liaison polaire. Et il y a les effets mésomères. Les effets mésomères concernent des molécules qui possèdent des doublets pi et des doublets n, des doublets non liés. Bien entendu, vous allez voir dans la suite quelles sont les conditions nécessaires à la délocalisation des électrons. Ce n'est pas le fait qu'une molécule possède un doublet et une liaison pi que la délocalisation soit possible. Donc, il y a des conditions préalables pour que ces électrons se déplacent, se délocalisent. OK? Donc, on nous dit aussi que ces deux effets peuvent exister ensemble dans une même molécule. Oui, dans une même molécule. Donc, on peut avoir des électrons pi, on peut avoir des doublets non liants, tout comme dans cette même molécule, il peut y exister une liaison polaire. Dans le cas où ces deux effets existeraient dans une molécule, donc il faut retenir, c'est important, il faut retenir que c'est toujours l'effet mésomère qui prime, qui l'emporte. OK? Donc cela veut dire qu'il ne faut pas tenir compte de l'effet inductif, il faut tenir compte uniquement de l'effet mésomère. Poursuivons avec l'effet inductif. Donc, l'effet inductif, nous allons parler de la définition de la classification. Et nous l'avons vu dans le tout premier chapitre. Nous avons parlé de la polarisation et d'une liaison, encore des liaisons polaires, des molécules polaires. Donc, les liaisons polaires, c'est des liaisons qui possèdent un moment dipolaire non nul. Ce sont des liaisons qui possèdent un dipôle, un pôle positif, un pôle négatif, et ce dipôle est lié à la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui partagent la liaison. Donc, on vous donne ici un exemple, X lié à Y. Donc, Y est l'atome le plus électronégatif. Eh bien, l'atome Y a tendance à attirer le doublet vers lui. Donc, cette attraction crée au sein de la molécule un déséquilibre électronique et c'est ce déséquilibre électronique qui va créer au sein de cette molécule une densité électronique plus forte autour de l'atome Y, manifestée par cette charge partielle négative, et une densité moindre autour de X, caractérisée par cette charge partielle positive. Donc, ce dipôle existe tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre électronique au sein de cette molécule. Donc, on pourrait dire que le nuage électronique est réparti de façon inégale entre ces deux atomes. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La polarisation de la liaison
induit un déplacement d'électrons le long de la liaison sigma. C'est l'effet inductif. En d'autres termes, l'effet inductif est la transmission par des groupes d'atomes de la polarité d'une liaison. Cette transmission est gouvernée par l'électronégativité des atomes. En fait, et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une liaison polaire dans une molécule, mais cette polarité de cette liaison peut être transmise à d'autres liaisons. Okay? Une liaison polaire, cette polarité peut être étendue ou encore transmise aux liaisons proches de la liaison polaire sous l'effet de groupements tels que groupements attracteurs ou encore des groupements électrodonneurs. Donc, comment on est capable d'expliquer ça encore? C'est que c'est comme si vous avez un monde qui prend courant et puis un monde qui est bel, le monde prend courant aussi. L'autre monde vient encore qui est bien, l'autre la prend courant. Donc, il y a une transmission de la polarité d'une liaison tout au long de la chaîne carbonée, mais c'est sous l'effet de groupement électroattracteur ou bien de groupement électrodonneur. Donc, c'est ce groupement électroattracteur qui va transmettre la polarité d'une seule liaison. Donc, tout au long de la chaîne carbonée. Bien entendu, il y a la transmission va diminuer au fur et à mesure que la chaîne carbonée s'allonge, donc on verra ça dans la suite. Et déjà, quand on parle d'effet inductif, c'est que vous avez un groupement qui va induire la polarité dans certaines liaisons, mais qui normalement ne sont pas polaires. Et si on revient aux interactions intermoléculaires, vous vous rappelez, on avait parlé de dipôle permanent, dipôle induit. Donc, dipôle induit, c'est une molécule apolaire qui n'est pas polaire, mais qui en présence d'une molécule polaire et devient polaire. OK? Donc là, si on parle d'effet inductif, c'est qu'on va induire une polarité dans une liaison, mais qui normalement n'est pas polaire. OK? On va induire cette polarité, on va transmettre la polarité à cette liaison, mais cette transmission sera assurée par des groupements, soit électrodonneurs ou électroattracteurs. Le centre de densité électronique est déplacé du milieu de la liaison vers l'atome le plus électronégatif. Delta, on a vu ça déjà. On classe les atomes ou les groupements d'atomes qui provoquent ce phénomène de polarisation à distance en deux catégories. OK? Donc, c'est en fait l'effet inductif est lié à la présence d'atomes ou de groupes d'atomes, les atomes ou groupes d'atomes électrodonneurs ou électroattracteurs. Donc, sans atomes, ça n'a pas gagné de transmission de la polarité. Donc, la transmission de la polarité est assurée par des atomes ou de groupes d'atomes qu'on appelle groupement électrodonneur ou encore groupement électroattracteur. Maintenant, ici, on va mettre beaucoup plus de précision. Donc, ces deux groupes, ces groupements à effet inductif donneur, notés plus I, et groupement à effet inductif attracteur, noté moins I. OK? Donc, notez ça et ça ou bien, c'est important. Il y a les groupements à effet inductif donneur, c'est-à-dire des groupements qui donnent des électrons ou encore qui repoussent les électrons vers la liaison polaire.
Vous comprenez? Donc, c'est des groupements qui repoussent les électrons vers la liaison polaire. Il y a les groupements à effet inductif attracteur, mais c'est des groupements qui attirent les électrons. Et ces groupements, et vous verrez ça dans la suite, mais ils vont avoir une influence sur la liaison polaire, soit augmente la polarité de cette liaison ou diminue la polarité de cette liaison. On reviendra là-dessus. Les groupements vont avoir les deux catégories. Les groupements à effet inductif attracteur moins I et les groupements à effet inductif donneur plus I. Donc, on a expliqué pour qui ça c'est moins I, pour qui ça c'est plus I. Tout à l'heure, en les exemple, nous disons les effets inductifs donneurs notés plus I, c'est-à-dire des atomes ou des groupements donneurs moins électronégatifs que le carbone qui exercent un effet plus I. Donc, les groupements donneurs électrodonneurs on en a déjà parlé, on dit c'est les nitraux comme le sodium magnésium. Donc, vous allez voir une catégorie OK? Il y avait un petit souci avec le signal. Donc, vous allez voir, et peut-être en deuxième année, et des composés et avec du magnésium, par exemple, les réactifs de Grignard, c'est des composés organiques avec le magnésium. Et puis les groupements alkyles, R, donc ce sont des groupements électrodonneurs. Les groupements alkyles, ce sont les groupements électrodonneurs. Donc, et dans le cours précédent, donc on avait dit que les groupements électrodonneurs stabilisent les carbocations et déstabilisent les carbanions. Les groupements électroattracteurs stabilisent les carbanions et déstabilisent les carbocations. Ça, c'est examen, pas oublier ça. Et puis, il y a les effets inductifs attracteurs notés moins I, c'est-à-dire des atomes, des groupes d'atomes attracteurs plus électronégatifs que le carbone qui exercent un effet moins I. Exemple, fluor, fluorure, chlorure, bromure, hydroxyle, anhydrure, cyanure, et si c'est nitrite, et puis vous avez encore cyanure, donc ce sont des groupements qui exercent un effet moins I, un effet inductif attracteur. Donc, voici l'effet ici, on schématise ici. Alors, mais ça, expliquez-nous là en bleu. Vous avez une liaison polaire, OK? Vous avez A,
c'est le groupement électroattracteur. OK? A, c'est le groupement électroattracteur. Donc maintenant, est-ce que vous voyez comment A attire ou encore distribue la polarité de cette liaison? Donc A, c'est le groupement électroattracteur. Donc A attire les liaisons. OK? A attire les électrons. Et cette attraction va légèrement polariser les liaisons. Donc, ça arrive que vous savez bien que la liaison carbone, c'est une liaison apolaire. Et c'est une liaison apolaire, mais le fait que A est attracteur, donc son effet attracteur déplace légèrement le doublet entre le carbone 1 et le carbone 2. Donc, ce déplacement veut dire que le doublet n'est plus au centre des deux atomes de carbone. Donc, ce déplacement va créer une polarité entre les carbones. S'il n'y avait pas le groupement électroattracteur, donc entre carbone 1 et carbone 2, doublet à tape au milieu, liaison à tape apolaire. Entre carbone 2 et carbone 3, doublet à tape au milieu. Mais le fait qu'il y a un atome qui attire les liaisons, donc cette attraction ne se limite pas seulement entre C1 et A, mais il étend jusqu'à la liaison C1-C2 qui vient légèrement polaire et la liaison C2-C3 qui aussi vient gagner une certaine polarité. Donc, au-delà de troisième, quatrième liaison, donc l'effet attracteur diminue. OK? Donc, au-delà, on dit ici, pratiquement nul au-delà de troisième à quatrième liaison. Donc, première liaison, deuxième liaison, donc nous voyons pratiquement c'est les mêmes qui subissent l'effet attracteur, en sorte que c'est pas seulement la liaison A-C qui est polaire, mais il y a une certaine polarité aussi, bien entendu, et moindre par rapport à la liaison AC. Donc, on prend un exemple. On nous pas remplacer, nous comprenons bien, on a remplacé A par CL. Vous voyez ici, CL, c'est un groupement électroattracteur. Donc, ici, on met CL. OK? Donc, la liaison polaire ici, c'est CL carbone. OK? La liaison, c'est CL carbone. Donc, vous êtes d'accord avec moi que cette liaison, c'est une liaison polaire. Mais CL, c'est un groupement électroattracteur. Donc, CL va attirer cette liaison, mais cette attraction ne se limite pas seulement à la liaison CL. Donc, cette attraction, elle étend aussi l'effet attracteur est ressenti aussi par carbone 1, carbone 2, en sorte que le doublet ne se trouve plus au milieu des deux atomes de carbone. Idem pour carbone 2, carbone 3. Donc, l'effet attracteur aussi attirer, influencer doublet ça, en sorte que doublet a déplacé légèrement se rapproche du carbone, se rapproche du carbone 2 et ce rapprochement crée un déséquilibre électronique qui va donner naissance à un dipôle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet inductif. Donc, vous avez un groupement électroattracteur qui, par son effet, induit une polarité dans ces liaisons carbone 1, carbone 2, carbone 2, carbone 3. Et si on enlève le groupement électroattracteur, pour remplacer par CH3, pas gagner cette induction. OK, pas gagner parce que CH3, les vient transformer molécule là en une molécule apolaire. Donc, on aura effet inductif et que ce soit donneur ou attracteur, c'est quand il y a une liaison polaire
dans cette molécule. OK, et que cette liaison polaire, donc, est associée à un groupement soit électrodonneur ou électroattracteur. Donc, le chlore, ici, c'est un groupement électroattracteur. Donc, il est attiré et liaison qui dans les premiers doublés, Cl, C1, mais cette attraction est ressentie aussi au niveau des liaisons les plus proches, à savoir C1, C2, C2, C3, et cette attraction induit une certaine polarité au sein de ces deux liaisons, et c'est ce qu'on appelle l'effet inductif attracteur. De l'autre côté, on a l'effet inductif donneur. Cette fois-ci, la liaison polaire, c'est D. OK? La liaison polaire, c'est quoi? C'est D et puis C. Donc, c'est cette liaison qui est polaire. OK? La liaison polaire, c'est C. Maintenant, vous voyez, donc D, qu'est-ce qu'il fait? Donc, repousse les électrons. Donc, en repoussant les électrons, ça le fait. Donc, les polariser et liaison entre carbone 1 et carbone 2. Ils pouvaient polariser légèrement liaison carbone 2, carbone 3. Donc, que ce soit attraction, que ce soit répulsion, donc, vous gagnez une transmission de la polarité le long de la chaîne carbonée, bien entendu, qui a pratiquement diminué nul lorsque vous arrivez dans carbone troisième ou quatrième liaison. Donc, l'effet est plus fortement ressenti au niveau des liaisons de première et deuxième liaison. Donc, vous avez ici les groupements électrodonneurs. Les groupements électrodonneurs, c'est les métaux, les groupements alkyles, les groupements électroattracteurs. Donc, vous avez la ici. Par exemple, la fonction aldéhyde chaud, c'est un groupement électroattracteur. Et vous avez la fonction acide carboxylique, c'est des groupements électroattracteurs. Donc, on verra ça dans la suite du cours. Et là, j'espère que vraiment vous avez compris donc, cette notion d'effet inductif. Donc, c'est la transmission, c'est l'induction d'une polarité et suite à l'attraction, l'effet attracteur ou encore l'effet répulsif d'un groupe d'atomes ou d'un atome. Classement des effets inductifs ou encore des groupements. Donc, nous gagnons les ions ammonium qui sont plus attracteurs. Okay? Les ions ammonium sont plus attracteurs que NO2. NO2 est plus attracteur que les halogènes. Vous voyez, les halogènes, fluor est plus attracteur que Cl. Cl est plus attracteur que Br. Br est plus attracteur que I. Et puis, vous avez NHR, ici des groupements attracteurs. Vous avez OR, sont des groupements attracteurs. Et vous avez SR, qui sont des groupements attracteurs. Alors, quand on voit OR, cela veut dire que c'est un atome d'oxygène qui est lié à un groupement alkyle. Par exemple, CH2, méthoxy. OK, ça c'est OR. OK, donc là c'est OR. OK, donc là c'est méthoxy. SR, c'est un atome de soufre qui est lié à un groupement alkyle. Donc ça peut être CH3, ça peut être CH2 et CH2, CH3. Il y a un acide aminé
qui s'appelle méthionine. Ok, je ne me rappelle pas de la structure, qui s'appelle méthionine, qui gagne un type de groupement ça là-dedans. Et est-ce que cystéine gagne? Oui. Et non, cystéine pas gagne, c'est méthionine qui gagne. Cystéine, c'est SH. Donc, méthionine, et peut-être que c'est SCH2, CH3 ou bien CH2, CH3, je ne me rappelle pas. Et puis, de l'autre côté, en bleu, vous avez les groupements électrodonneurs. Donc, pas bien que les groupements électroattracteurs, yo même, yo gagnent un effet moins I. Et puis, groupements électrodonneurs, yo gagnent un effet plus I. Et parce que c'est là pour m'expliquer nos plus I moins I, hein, donc on va voir. Donc, vous avez d'abord les métaux qui sont plus et donneurs que les groupements alkyles. Donc, vous avez les groupements alkyles. Donc, maintenant, les groupements alkyles, yo même, et yo classé tout, même avec les halogènes. Donc, là, nous avons CR3 qui est plus attracteur que CHR2. Alors, CR3, c'est le groupement terte-butyl. Donc, CR3, c'est C. OK, voilà, c'est liaison. OK, donc là, nous allons gagner R1. R1, ça peut être, bon, par exemple, on va mettre pour nous terte-butyl comme un exemple. Il n'y a pas que terte-butyl. Voilà, terte-butyl, c'est ça. Et donc là, c'est CR3. OK, CR3. Donc, R, c'est le groupement méthyle. Ça, c'est R. Oui, R, ça fait R2, ça fait R3. Maintenant, pourquoi CR3? Donc, c'est C, ouais, C, R1, R2, R3. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est R1, R2, R3. OK, ensuite, on a CHR2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer. On a deux groupes alkyles. Donc, si on a deux groupes alkyles, vous êtes d'accord avec moi que carbone supposé tétravalent. Donc, si on a deux groupes alkyles, donc on aura un hydrogène. Voilà. Ouais, donc CH, voici CH, CH, et puis R2, R1, R2. Donc, c'est le deuxième groupement. Donc, on nous dit CR3 est plus électrodonneur que CHR2. CHR2 est plus électrodonneur que CH2R. On a été CH2R. Voilà, donc on enlève un autre groupement. Voilà, hydrogène ici. OK, voilà, CH. CH2, ouais, CH1, H2, CH2R. OK? Et CH2R est plus électrodonneur que CH3. Donc, à ce moment-là, on enlève tous les groupements alkyles et on remplace par hydrogène. Donc, ici, on a CH3. Voici la classification des groupements alkyles, okay, selon leur effet électrodonneur. Donc, pas oublier ça. Donc, là, nous allons faire application avec les acides et les bases. Donc, ici, donc, nous voyons que nous classons pour nous les. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, se rappeler, c'est que, les groupements électrodonneurs sont les métaux et les groupements alkyles. Donc, les métaux sont plus électrodonneurs que les alkyles. Donc, les alkyles, dépendamment de l'alkyle, donc, électrodonneurs caractéristiques, effet capable de varier de groupement alkyle par rapport à l'autre. Donc, CR3, par exemple, comme tétre-butyl, nous, elle est plus électrodonneur que CHR2. CHR2 est plus électrodonneur que CH2R et puis CH2R est plus électrodonneur que CH3. OK. On a là, pour qui ça, on parle de moins I, on parle de plus I. On a
On avait pris l'exemple de XY tout à l'heure. On a pris le même exemple. X, Y. Quel est l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire l'atome le plus attracteur? Ouais, électronégatif. L'atome le plus électronégatif, c'est l'atome qui va attirer le plus le doublet. Donc, c'est l'atome le plus électroattracteur, c'est Y. Eh bien, Y, en attirant le doublet, qui ça le fait? Nous allons voir les en charge partielle négative. Est-ce que nous comprenons bien? Est-ce que nous avons fait et moins I1? Donc, le fait que Y est plus électroattracteur, donc c'est Y qui va attirer le doublet, eh bien, en attirant le doublet, eh bien, il crée autour de lui-même les charges négatives. Du coup, l'effet est moins I. Donc, maintenant, si vous prenez carbone et magnésium, voilà, donc magnésium est plus électrodonneur, on dit MgCl. OK? Donc là, MgCl, donc c'est les réactifs de Grignard. MgCl, donc magnésium est plus électro. Ouais, les métaux sont plus électrodonneurs. Donc cela veut dire que magnésium va repousser les électrons vers le carbone. Donc, si magnésium repousse les électrons vers le carbone, magnésium va gagner un charge partielle positive. Donc, comme c'est magnésium qui est plus électrodonneur, pas dire que carbone est aussi électrodonneur, mais magnésium est plus électrodonneur, cela veut dire qu'il a repoussé beaucoup plus les électrons vers le carbone. Donc, l'élément qui est responsable de la polarisation de la liaison, donc, c'est charge qu'il gagne qui va déterminer si effet Ali moins I ou bien plus I. Dans la liaison XY, qui est responsable de la polarisation de la liaison, c'est Y, parce que Y est plus électroattracteur. Eh bien, charge Y là, c'est lui qui a déterminé l'effet. Donc, l'effet moins I, parce que Y, en attirant beaucoup plus la liaison, est affecté d'une charge négative. Mg est plus électrodonneur en repoussant davantage la liaison, mais des gros charge partielle positive, donc l'effet est plus I. Ok, maintenant, nous allons passer à l'application. Ça, c'est extrêmement important, cette partie. Ça nous va faire là, c'est la théorie, on a là, c'est l'application. Donc, nous allons voir l'effet, l'influence de l'effet inductif sur l'acidité des acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques sont des acides. Pour qui ça est acide, c'est parce que il y a un atome d'hydrogène qui porte une charge partielle positive qui peut être attaqué par une base, ou du moins un hydrogène qui peut être libéré en solution, ok, qui peut être libéré en solution, qui peut être attaqué par une base, et même ce sont donc des acides. Donc maintenant, les groupements électrodonneurs, les groupements électroattracteurs, ils sont capables d'influencer la libération de cet hydrogène. Pas oublier que et plus l'acide est fort, ou acide fort, il libère beaucoup plus facilement l'hydrogène. OK? Donc, acide faible, c'est difficilement de libérer l'hydrogène. Donc, vous allez voir que ces groupements, les groupements électrodonneurs, sont capables d'avoir une influence sur l'acidité acide carboxylique. Alors, quand on parle d'acide carboxylique, la formule générale des acides carboxyliques, c'est R, ok, liaison COOH. Et si on a développé COH là, donc c'est C, double liaison, donc ici c'est le groupement carbonyle, donc on a R ici de ce côté, et puis on a cette liaison OH.
H qui est responsable de l'acidité des acides carboxyliques. En fait, et cette liaison-là, la liaison H, c'est une liaison polaire. C'est une liaison polaire, donc hydrogène, charge partielle positive. Donc, on appelle cet hydrogène hydrogène acide et l'oxygène, charge partielle négative. Donc, cet hydrogène peut être attaqué par une base. OK? Cet hydrogène peut être attaqué par une base et par conséquent, donc on dit que les acides carboxyliques sont des acides. Et d'ailleurs, on a un acide. Donc, l'acidité des acides carboxyliques est liée à la présence de cet hydrogène acide qui peut être attaqué par une base. OK? Acidité, acide carboxylique, c'est l'hydrogène ça qui baille, qui est responsable. Vous comprenez? Donc, dès que vous gagnez un hydrogène dans une molécule, hydrogène ça a une charge partielle positive, mais c'est que molécule là a un caractère acide. OK? Par exemple, les amines sont des acides. NH. Ouais, amines, ce sont des acides. Pour qui ça? C'est parce que y a un hydrogène qui a une charge partielle positive. Les alcools sont des acides. Pour qui ça? C'est parce que l'alcool, il y a un hydrogène qui a une charge partielle positive. Donc, hydrogène, ça, c'est la cible d'une base ou encore des bases. Maintenant, CH2OH. Nous voyez? CH2OH. Donc, dès que dans une molécule, ou bien un hydrogène qui est lié avec azote, qui est lié avec oxygène, qui est lié avec soufre dans certaines molécules, eh bien, molécules, ça sont acide. Acide parce que hydrogène, ça, qui gagne un caractère positif, ça, lui conférer une certaine acidité en molécule. L'hydrogène, ça, c'est la cible des bases. OK? Donc, j'espère ça clair pour nous. Cette question de acidité, donc, c'est lié à la présence d'un hydrogène. Bien entendu, ce n'est pas seulement critère ça. Voilà, il faut qu'on claire sur ça. Par exemple, on parle de acide de Lewis. Par exemple, AlCl3, c'est un acide de Lewis. OK? Donc, acide duo, il y a plusieurs définitions. Bronsted, Lori, qui est encore Arrhenius, acide de Lewis. Voilà. Donc, on va regarder les faits. Alors, les acides carboxyliques sont des acides, bien entendu, des acides faibles. OK? Les acides organiques sont en général des acides faibles, les acides organiques. Okay? Les acides organiques, en général, des acides faibles. Maintenant, il y a un qui est plus faible que l'autre. Ou du moins, il y a un qui est plus, oui, il y a un qui est plus faible que l'autre. OK? Il y a un qui est plus faible que l'autre. Ou du moins, si nous considérons et seulement, nous sommes capables de dire qu'il y a un qui est plus fort que l'autre. Par exemple, vous allez voir que l'acide acétique est plus fort l'acide propanoïque. L'acide propanoïque est plus fort que l'acide butanoïque, mais généralement, ce sont des acides faibles. Mais le nap comparé, on est capable de dire qui est plus fort par rapport à l'autre. L'acide méthanoïque, c'est l'acide le plus fort. OK? On peut dire dans la présence d'un groupe électrodonneur. Électrodonneur, c'est plus I, aura tendance à diminuer l'acidité d'un composé en augmentation de la densité électronique sur l'hydrogène du groupe en OH. La polarisation de la liaison OH diminuera, la rupture de cette liaison sera moins favorisée et l'acidité sera diminuée. Très bien, vous allez comprendre. Et je reviens avec la liaison OH. Donc, dans l'acide, il y a une liaison OH. OK, cette liaison est polaire. OK, cette liaison est polaire. N'oubliez pas que l'acidité est liée à la présence de cet hydrogène. Donc maintenant, plus la liaison est polaire, c'est plus l'hydrogène pourra être libéré facilement. OK? Cette liaison est polaire,
Cette liaison, naturellement, c'est une liaison polaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les acides carboxyliques sont des acides, c'est parce que les liaisons sont polaires. Du fait de la polarité de cette liaison, elle peut être brisée et l'hydrogène peut être libéré. OK? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des groupements qui peuvent diminuer la polarité de cette liaison. Il y a des groupements qui peuvent augmenter la polarité de cette liaison. Donc, les groupements électrodonneurs qui ça fait diminuer la polarité de la liaison. Si on diminue la polarité de la liaison, on vient rendre l'hydrogène difficile pour le libérer. Parce que plus la liaison est polaire, plus facile elle sera brisée et l'hydrogène a libéré beaucoup plus vite. Plus la liaison est polaire, donc plus facile donc elle sera brisée et l'hydrogène donc a libéré beaucoup plus vite. Et par conséquent, l'acide sera plus fort. Mais si vous avez des groupements et moins la liaison est polaire, il faut dire l'inverse, moins la liaison est polaire, donc c'est moins aussi et acide dans la fort. Maintenant, quels sont les groupements qui peuvent diminuer la polarité de cette liaison? Quels sont les groupements qui peuvent augmenter la polarité de cette liaison? Ok, on regarde. Qui ça fait liaison en polaire? Pour nous bien comprendre. Qui ça fait liaison en polaire? C'est parce que l'hydrogène attire le doublet. C'est ce qui est responsable de la polarité de la liaison. Donc, l'hydrogène attire le doublet. Donc, doublet a les vignes plus proche oxygène. OK? On a là, imaginez-vous que dans la molécule, ça, il y a un atome, comme par exemple un atome de chlore qui est électroattracteur, qui attire l'électron vers lui-même. Donc, il prend la attirer liaison vers lui-même. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'oxygène attire, le chlore attire, et bien, chlore, là, qui ça le fait? Il parle éloigner doublet beaucoup plus d'hydrogène. Cela veut dire que nous pouvons polariser davantage la liaison. Liaison ça avant chlore, qui ça fait le polaire? C'est parce que l'oxygène attire le doublet. Maintenant, on vient dans molécule là, un atome de chlore qui aide l'oxygène à attirer le doublet. Donc, cela veut dire que le chlore, en tant que groupement électroattracteur, polarise davantage la liaison et rend l'acide plus fort. Parce que plus la liaison est polaire, plus l'acide est fort, plus l'hydrogène a libéré facilement. OK. Donc, on a là, on prend un CH3. CH3, c'est un groupement électroattracteur, électrodonneur. Nous mettons CH3. Si vous gagnez CH3, ou ajoutez un CH3, CH3 ça fait le travail inverse de l'oxygène. Donc, oxygène, regardez bien, oxygène attire et polarise la liaison. Et ça, CH3 fait le même, là pour repousser doubler avec l'hydrogène. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fait le travail opposé de l'oxygène. Oxygène a polarisé, hydrogène même a retourné doubler en mi-temps. Est-ce que nous voyons ça? Oxygène attire, polarise la liaison, CH3 lui-même, ça le fait, il repousse et doubler vers le centre, ça qui vient diminuer la polarité de la liaison. Donc, c'est en ce sens qu'on vous dit que la présence d'un groupement d'honneur comme CH3 aura tendance à diminuer l'acidité par augmentation de la densité électronique sur l'oxygène. Parce que lorsque CH3 a poussé l'électron vers l'oxygène, donc c'est l'électron qui va diminuer polarité liaison au H là. Alors que nous avons chlore qui ça le fait, chlore attire, a aider l'oxygène à attirer, ou du moins éloigner doubler de l'hydrogène, CH3 lui-même qui ça le fait, lui empêcher l'oxygène râler doubler et par conséquent diminuer la polarité de la liaison. Donc, cette diminution de la polarité de la liaison, il n'y a pas d'autre conséquence, vient rendre liaison moins favorable et par conséquent diminuer l'acidité, acide carboxylique.
Ok. On va poursuivre. Donc, on va aller dans le concret maintenant. On va regarder des molécules avec pKa. Qui ça nous gagne là? Nous gagnons, alors, bien avant, je dis non, inversement, la présence d'un groupement attracteur I- va augmenter l'acidité car l'oxygène avide d'électrons va attirer d'autant plus fortement le doublet de la liaison. Le fait que y a un groupement électroattracteur, ça va le faire, il va aider l'oxygène à tirer doublet et par conséquent augmenter la polarité de la liaison et faciliter sa rupture et faciliter la libération de l'hydrogène. Donc, avec les groupements électroattracteurs, ils ont les polarisés davantage, sa rupture est favorisée et par conséquent, le composé est donc plus acide. On nous comparer trois éléments. Donc, on donne pKa. Pas bien que pKa, c'est en mesure de l'acidité. Donc, dans le précédent cours, j'avais pris le soin de faire une actualisation sur ces notions Ka, pKa, pH, et leur relation avec l'acidité et aussi la concentration en H3+. Donc, pKa, c'est une mesure de l'acidité utilisée notamment pour les acides faibles et surtout pour les acides faibles comme les acides carboxyliques. Donc, pKa, c'est potentiel de la constante de dissociation. Donc, plus pKa est grand, et plus l'acide est faible. Ok, ça a ça, examen. Plus pKa est grand, plus l'acide est faible. Plus pKa est grand, plus l'acide est faible. Donc là, si on a regardé, nous, ouais, acide acétique, oui, c'est H3COH, les pKa qui est égal à 4,7. Acide méthanoïque, les pKa qui est 3,8, c'est-à-dire plus fort que l'acide acétique. Et puis, on a deux chloroacide acétique, qui gagnent donc pKa qui est égal à 2,8. Donc, c'est l'acide le plus fort. On a tout acide ça yo gagne même groupement OH là. Vous voyez OH, OH, OH. OK? OH. Donc, tout le gagne groupement OH. Donc, on a la pourquoi ça yo pas même pKa. C'est parce que gagné des groupements comme les groupements méthyl qui influencent l'acidité parce que le méthyl c'est un groupement électrodonneur. On songe la fait classification groupement et alkyleux, notez CR3 qui est plus électrodonneur que CHR2. CHR2 est plus électrodonneur que CH2R et CH2R est plus électrodonneur que CH3. Donc CH3 est un groupement électrodonneur. Cela veut dire quoi? CH3 en tant que groupement électrodonneur les diminuer acidité, acide carboxylique. Donc, on a l'acide méthanoïque. Est-ce que le groupe électrodonneur? Non. Est-ce que le groupe électroattracteur? Non. Ou peut-être oui, oxygène. Maintenant, il faut comprendre, s'il n'y a pas de groupe électrodonneur, il va rester H3. Donc, cela veut dire que la plus fort que acide acétique qui est un groupe électrodonneur parce que les groupes électrodonneurs diminuent l'acidité des acides carboxyliques en repoussant les électrons vers l'oxygène. Donc, diminuer, là, pour repousser l'électron, vous voyez les flèches rouges? Les flèches rouges indiquent que CH3 repousse les électrons vers l'oxygène. Donc, diminuer l'effet attracteur de l'oxygène, diminuer la polarité de la liaison OH. Alors que dans acide méthanoïque au milieu, pas de groupe électrodonneur. Si pas de groupe électrodonneur, c'est seulement l'effet attracteur de l'oxygène qui existait. C'est normal que acide méthanoïque est plus fort que acide acétique.
Ouais, donc là, pas gain effet attracteur, pas gain effet donneur, parce que pas gain CH3. Dans troisième composant, qui ça gagne? Gagne l'oxygène qui attire le doublet du fait de sa plus forte électronégativité, mais vous avez un atome de chlore. Le chlore est électroattracteur. Donc, ouais, chlore, là, qui ça le fait? L'a attiré, l'a aidé oxygène attiré. Le fait que l'a aidé oxygène attiré doublet a une plus polaire, liaison devient plus polaire, et cette augmentation de la polarité de la liaison favorise la rupture de cette liaison et favorise aussi la libération de l'hydrogène, donc ce qui rend l'acide plus fort. Donc, voilà, donc, la molécule, l'acide avec le groupement électroattracteur est plus fort que l'acide sans groupement, et l'acide sans groupement est plus fort que l'acide avec un groupement électrodonneur. Donc, je rappelle que les groupements électrodonneurs diminuent l'acidité des acides carboxyliques, alors que les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Voilà, donc on s'arrête ici. Et dans le prochain cours, donc on a pour reprendre une partie ça dans la prochaine vidéo. On a pour reprendre partie ça et puis on a continuer avec la différence et au niveau des groupements électrodonneurs. Donc, on va regarder des acides carboxyliques avec des chaînes carbonées différentes. Acide carboxylique, par exemple, là, quand R égale à H, c'est acide méthanoïque, et CH3, acide acétique. Donc, ici, c'est acide butanoïque. Donc, vous allez voir que longueur chaîne carbonée, donc les mêmes pour le influence sur et acidité. Donc, plus la chaîne carbonée est longue, c'est plus l'acide est faible. Plus la chaîne carbonée est longue, plus l'effet donneur est important, c'est plus la liaison et plus la liaison est faible. Par conséquent, bon, plus l'acide est faible. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et justement, pour nous capables de répondre aux questions. Bon visionnage à chacun de vous.